Un petit regard sur le cours du Bitcoin, 71 522 $. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur ce plateau, Yves. Le Bitcoin affiche une baisse de 22% depuis le début de l'année, moins 19% en un an. Comment vous l'analysez, cette baisse ? Alors le Bitcoin, c'est un actif qui est très risqué. Sa volatilité elle est d'ordre de 60%. Pour donner une échelle, la volatilité du CAC 40, c'est à peu près 17%. Ça veut dire que, grosso modo, quand le Bitcoin baisse de 40%, c'est comme quand le CAC 40 baisse d'à peu près 12%. Et si le CAC 40 baisse de 12%, on ne parle pas de la fin du monde. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un bear market, ouais. C'est vraiment du business as usual. Un bear market, pour vous donner une idée, c'est quand le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000, ou quand il est passé de 60 000 à 12 000. Ça, c'est un vrai bear market. On a souvent coutume de dire à Tobam que le Bitcoin, c'est un actif dans lequel, à peu près une fois par trimestre, sur un week-end, vous perdrez 30% de votre valeur. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement commun. Et le Bitcoin, du fait de son risque, c'est un actif qui est de très long terme. Et en fait, chaque fois qu'il baisse, historiquement, ça a été une superbe occasion de pouvoir en acheter pas trop cher. Une opportunité, voilà. Exactement. On était plutôt autour de 60, 63 avant le début du conflit au Moyen-Orient, en tout cas le début du conflit, cette phase-là. Vous l'attribuez, vous, cette remontée, Yves, au contexte géostratégique, géopolitique, pardon, ou moi, à cet égard, j'ai l'habitude de citer une vieille citation de Nathan de Rothschild, 1810, à l'époque des guerres napoléoniennes déjà. Il disait, il faut vendre au son du clairon, il faut acheter au son du canon. Oui, j'ai souvent entendu ça. Voilà. Et effectivement, même s'il n'y avait pas le son du canon, il y avait quand même des très grosses rumeurs géopolitiques, des très gros bruits géopolitiques. Et quand il y a le clairon, effectivement, il faut vendre les actifs risqués et acheter de l'or. C'est ça d'habitude qui se produit. Et une fois qu'on est vraiment au son du canon, j'étais à un déjeuner organisé par BlackRock en fin de semaine dernière, où ils ont montré une étude. En fait, le son du canon, il faut toujours acheter. Il n'y a pratiquement pas d'exception. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, chaque son du canon, il fallait effectivement, le marché se casse la figure au début, et c'est vraiment le moment d'acheter des actifs risqués. Et effectivement, ce qu'on observe là, jusqu'à maintenant, on est loin de la conclusion. Ce qu'on observe maintenant, pour l'instant, c'est effectivement qu'au fur et à mesure qu'il y avait une hausse des tensions géopolitiques, il fallait sortir des actifs risqués et acheter de l'or. Effectivement, dès que le canon a commencé à tonner, il y a eu des prises de bénéfices sur l'or. Aujourd'hui, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est le gap qui s'est créé entre l'or et le Bitcoin. Qui est à peu près l'équivalent du gap qui s'était créé au début du Covid, au début de 2020. Il y avait un énorme gap qui s'était créé, l'or avait complètement fait un rallye et le Bitcoin était complètement plat. Et dès qu'il y a eu des prises de profit sur l'or, vous savez, le monde aujourd'hui, une bonne partie de la dynamique de l'allocation d'actifs dans le monde, elle est dominée par des hedge funds. Ouais. Et les hedge funds, ils sont là pour capturer des opportunités. Et dès qu'ils ont fini de capturer une opportunité, ils vont prendre leur profit puis ils vont aller sur la suivante. Et là, aujourd'hui, il y a un gap tellement important qui s'est créé entre l'or et le Bitcoin que ça paraît complètement naturel qu'une partie de ces prises de profit se reporte sur l'actif qui est en retard. Et l'actif qui est en retard, c'est clairement le Bitcoin. Pour faire coïncider à peu près la courbe de l'or et du Bitcoin, historiquement, il faut prendre grosso modo un retard de 200 jours sur la série temporelle de l'or. Il faut multiplier l'échelle verticale par 15. C'est le mathématicien qui vous parle. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce cours du Bitcoin, j'ai lu qu'effectivement, on l'attribuait à cette crise au Moyen-Orient. D'autres analystes l'attribuent à l'activité de stratégie et à ce qu'ils font en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves ? Alors effectivement, stratégie est en train d'acquérir des nombres de Bitcoin complètement historiques. Oui. Par rapport au volume quotidien qui traite en Bitcoin, on est encore quand même à
2 ordres de grandeur en dessous. Je ne pense pas que ça ait une influence très court terme sur le cours du Bitcoin. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les stocks de stratégie, on approchera dans les mois qui viennent le million de Bitcoin. Hein. On est à 760 000, je crois, Bitcoin aujourd'hui. 738, je crois. Voilà, voilà. Effectivement, ils ont une stratégie. Vous savez, la stratégie de cette entreprise est très ancienne. Moi, j'ai coutume de dire qu'elle date de 1694. Hein, la première aventure du type stratégie, elle date de 1694. À l'époque, il y avait un groupe d'hommes d'affaires en Angleterre qui se sont réunis et ils ont décidé de créer une nouvelle entreprise dont le business model consisterait à lever du capital pour acheter de l'or. Vous savez comment ils ont appelé cette boîte ? Oui, moi je sais. Ah, vous savez, ils l'ont appelé la Banque d'Angleterre. Oui. En fait, le modèle, c'est le modèle d'institut de réserve. Hein, Michael Saylor a modernisé le concept d'institut moderne, d'institut de réserve. On a besoin sur cette planète d'un actif non questionnable, d'un actif dont on sait qu'il a de la valeur. Hein, dans le passé, c'était l'or. L'or, il souffre, comme vous l'avez dit, Pauline, d'un grand problème, c'est qu'il n'est pas auditable. Hein, si je vous dis j'ai 5 lingots d'or, vous allez me croire. Mais si je vous dis, ben voilà mes 5 lingots d'or, donnez-moi 400 000 euros, vous allez vous poser des questions. Et la seule manière d'avoir un verdict définitif sur la qualité de l'or que je revendique, bah, c'est de fondre les lingots. Ils s'échangent aujourd'hui tous les jours des milliards de dollars d'or papier. Et les stocks d'or réel n'ont jamais été audités. C'est extraordinaire. Vous êtes censé être l'actif de confiance et vous n'êtes pas auditable. Et les stocks de l'or de France, j'ai un scoop là, on est à la télé, les stocks d'or de France n'ont jamais été audités sérieusement. Donc on n'est pas sûr de leur valeur. On ne sait rien du tout. On pense, je pense qu'effectivement c'est sans doute de l'or, mais ça n'a jamais été audité. La seule banque centrale qui a véritablement audité ces stocks d'or, c'est la Bundesbank. Quand il y a eu la réunification entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, ils se sont dit quand même, qu'est-ce qu'on prend, de quoi on hérite ? Et ils ont audité à peu près 1% des stocks d'or qui leur arrivaient. Donc tout cet or qu'on s'échange aujourd'hui, il n'est pas audité. Il y a quand même un problème théorique. Empiriquement, je pense que c'est de l'or, mais théoriquement, il y a quand même un sujet. Oui. L'avenir nous le dira. Je reviens sur stratégie et sur la stratégie de cette entreprise avec ces obligations perpétuelles là qu'elle a mis en place en 2025. Certains qualifient ce système de pyramide de Ponzi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en fait, Yves ? Une pyramide de Ponzi, c'est quelque chose d'extrêmement facile à comprendre. Il s'agit d'un dispositif où il y a des cotisants qui cotisent à un schéma. Et après, il y a un schéma de répartition. Donc, les Français sont assez familiers des schémas où on cotise et on répartit. Il doit y avoir trois conditions pour définir un schéma. Il doit y avoir des cotisants. Il doit y avoir une répartition quasi immédiate de la cotisation. Et il ne doit jamais y avoir d'investissement réel. C'est ça qui définit un Ponzi. Ponzi, ça vient du début du XXe siècle. C'est Louis Ponzi, je crois, ou quelque chose comme ça. Un Italien qui a émigré aux États-Unis et qui a mis en place une pyramide par laquelle il faisait croire à un investissement miraculeux. Mais en fait, la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il prenait l'argent des cotisants et il le répartissait vers les bénéficiaires. Et il y avait de plus en plus de cotisants, mais un jour, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une bulle parce qu'il n'y avait rien dedans. Oui, parce qu'ils payaient les premiers cotisants avec l'argent des derniers. Est-ce que là... L'autre exemple, c'est Madoff. Oui, exactement. Madoff, il n'a jamais investi sur les marchés. Voilà. Là, c'est quelque chose de très différent parce que la cotisation, elle sert effectivement à investir dans le Bitcoin. Donc, ce n'est pas du tout vide. Ce n'est pas comme, on pourrait imaginer un système de répartition, on n'investirait jamais. Je ne sais pas, il faudrait être farfelu pour imaginer ça. Mais, voilà. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce n'est pas du tout un schéma de Ponzi. C'est une thèse d'investissement. Il joue. Vous savez ce que ça veut dire, spéculer ? Spéculer, ça vient du latin speculare, ça veut dire voir. C'est pour ça qu'on parle de spectateur. Spectateur et spéculateur ont la même racine latine. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui a une certaine vision de l'avenir et qui va fabriquer un investissement qui va tirer avantage de cette vision de l'avenir. Donc Michael Saylor, le fondateur de Strategy, il a une vision de l'avenir. Il dit, l'actif dominant de l'avenir,
c'est le Bitcoin. Et je vais fabriquer un dispositif qui va investir massivement en Bitcoin et vous permettre de tirer avantage de cette vision de l'avenir si elle se réalise. C'est pas du tout un Ponzi. Pourquoi alors ça inquiète à ce point cette façon dont stratégie, il y a la chute du cours évidemment, mais pourquoi ça inquiète ? Vous savez, il y a une photo célèbre, je crois que, je ne me rappelle plus quelle rue, je crois que c'est Broad Street, Broadway à New York. C'est une photo prise, il y a 2 photos en fait, prises à 25 ans de distance. Dans la première photo, vous avez que des chevaux, vous avez une voiture. Et dans la deuxième photo, vous avez plein de voitures et un seul cheval. Et en fait, c'est un schéma qui est très classique dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, une partie de l'histoire de l'humanité, c'est traiter des problèmes. Par exemple, à un moment donné, on avait des problèmes, on avait des infections. On les traitait comment ? On les traitait intuitivement. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un gars qui dise en fait, il faut de l'antiseptie et puis on pourrait même faire des antibiotiques. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là ? On a apporté une réponse technologique au problème. Un des plus anciens problèmes de l'humanité, c'est le stockage de la valeur. Comment faire en sorte, quand on a fini de travailler le soir, que l'argent qu'on a produit me permette d'acheter le travail de quelqu'un d'autre dans 10 jours, dans 10 semaines, dans 10 mois ou dans 10 ans. Il faut stocker de la valeur. Et ce problème qui est crucial pour le fonctionnement d'une économie, il est vraiment crucial. Si vous devez dépenser le jour même le travail de votre journée, c'est infernal. Vous ne pouvez pas investir dans l'avenir. Okay ? Ce problème qui est crucial, on l'a traité de manière intuitive. On a dit peut-être dans des coquillages, peut-être des grands cailloux, peut-être du bronze, peut-être de l'argent, peut-être de l'or, peut-être du papier imprimé par le roi ou par l'État. Tout ça, c'est intuitif, ça n'a rien de scientifique. Et ce qui s'est passé, qui est extraordinaire, entre 2008 et 2009, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a quelqu'un qui a apporté une réponse technologique à ce problème. Qui a dit, je vais fabriquer quelque chose qui est effectivement indestructible, quelque chose qui est effectivement acéphale, quelque chose qui est effectivement rare et quelque chose qui est auditable et échangeable, de manière technologique. Et ça, en face de ça, la bonne réponse, c'est créer des instituts de réserve. Et c'est ce qui est en train de se produire. Louis. C'est un peu difficile de rebondir sur ça. Et c'est toujours un plaisir, parce que j'ai l'impression de revenir à l'école. Ça. C'est toujours philosophique. Mais c'est toujours super intéressant. Moi, je bois complètement. Mais oui, sur le fait de stratégie. Après, si on regarde un peu très factuellement, ce qui inquiète sans s'intéresser aux fondamentaux des stratégies, c'est potentiellement un prix de liquidation potentielle de la stratégie que mène stratégie. Donc ça inquiète. Après, Michael Saylor et Stratégie ont prouvé jusque-là qu'ils ont assez de liquidité pour couvrir il ne faut pas qu'ils vendent en fait. Il faut pas qu'ils vendent de leur truc et ont de quoi rouler encore assez longtemps sur les différentes options, les différentes obligations qu'ils ont émises. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, Stratégie sert. Ça tient. Il y a 10 milliards de dollars de dette et il y a à peu près 70 milliards de dollars d'actifs. Donc grosso modo, il faudrait que le prix du Bitcoin soit divisé par 6 ou 7 pour qu'ils aient un problème. Ce problème, en plus, il ne serait pas immédiat parce qu'ils ont effectivement, comme tu l'as dit, 3 ans de réserve en cash. Donc, franchement, il y a un cas négatif. Ce n'est pas un miracle. C'est une spéculation, au sens noble du terme spéculation. C'est comme toutes les entreprises endettées, comme Amazon à un moment donné, comme Microsoft au début. Voilà, c'est une boîte qui a une dette et qui a une thèse d'investissement. Mais ce n'est pas un Ponzi du tout. Votre avis sur cette question, cette transformation totale du secteur 2026 va être passionnante pour ça. Dans un an, on ne sera pas dans le même état. Il y a 2 choses. Il y a la transformation du secteur de la crypto, mais il y a aussi la crypto qui va transformer la finance. La semaine dernière, pas nous, mais Dow Jones a annoncé un partenariat. Depuis la semaine dernière, le S&P traite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à la crypto. Moi, on a beaucoup de clients aux États-Unis. J'avais fait un roadshow aux États-Unis il y a peut-être une dizaine d'années. Un des plus grands gérants d'actifs américains, ils avaient déjà 400 ingénieurs qui travaillaient à la tokenisation. On a fait un calcul à Tobam. Si moi, j'achète une action LVMH et que vous la vendez sur le marché, et si vous comptez le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre vous et moi, il y a 15 intermédiaires aujourd'hui. Alors, imaginez un monde
vos actions LVMH, vous les détiendrez dans une wallet. Je pourrais vous les envoyer en faisant comme ça, que je sois basé à Tokyo, à Tombouctou, à Toulouse ou à n'importe où, qu'on ait tous accès au même prix, que le trade soit incensurable. Ça va complètement changer le monde de la finance. Je skie et je connais un peu la finance. Aujourd'hui, la finance, c'est vraiment skier dans le brouillard. Le jour où Lehman Brothers fait faillite, il a à peu près le même rating que la France aujourd'hui. Donc on n'a aucune idée de la transparence de notre contrepartie. Dans le monde de la crypto, vous avez une transparence qui est inouïe et ça va complètement changer quand les valeurs mobilières seront tokenisées, et on parle d'un horizon de 3-4 ans aux États-Unis. La finance va être complètement transformée. C'est complètement intéressant de vous écouter. En même temps, c'est tellement vertigineux qu'on a du mal à se rendre compte précisément de vers où on se dirige. Il nous reste 4 petites minutes. On a un sujet à traiter avec vous, Pauline. C'est ce moment historique pour l'écosystème. Après des décennies d'incertitude, le gendarme américain des marchés a reconnu que la plupart des cryptos ne sont pas des titres financiers. 30 secondes pour finir, Yves. Pour conclure sur ce sujet-là, effectivement, on a eu une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain. Et la bonne réponse à avoir en face d'une nouvelle technologie, c'est jamais de se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? La vraie question à se poser, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et une fois qu'on a compris que ça marchait, il faut en tirer un profit. Et c'est ça la vision, la bonne approche, l'approche saine à avoir vis-à-vis d'une technologie. Et je pense qu'on est clairement engagé maintenant dans cette voie-là. On va essayer de tirer avantage de cette nouvelle technologie. Merci à tous les trois. Pauline Armandet, journaliste BFM Business, Yves Chouefati, président et fondateur de Tobam, Louis Laszlo, CTO chez Meria. Je vous laisse entre les mains tout de suite de BFM Bourse.